abandonnée dans le froid glacial car jugée trop vieille et inutile. La jument gestante gisait mourante quand Martine, elle-même sans abri et affamée, sacrifia sa dernière miche de pain pour la sauver, ignorant que cette nuit de désespoir partagé allait transformer leurs deux destins brisés en une légende des champs de course. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le ciel de Normandie s'assombrissait tandis que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les collines verdoyantes. Une fine bruine commençait à tomber, transformant peu à peu la terre battue en boue collante. Au milieu de cette désolation hivernale, Jean-Pierre Levesque, propriétaire du prestigieux haras Les Étoiles de Normandie, contemplait d'un œil froid la jument Bai qui se tenait devant lui. « Regarde-la, François !» dit-il à son contremaître, un homme trapu aux mains calleuses. « 15 ans et elle ne vaut plus rien. Cette dernière gestation l'a complètement épuisée. » François hochait la tête, mal à l'aise, ses doigts jouant nerveusement avec sa casquette. « Mais monsieur, Étoile filante a donné naissance à 3 champions. Elle mérite une retraite paisible, non ?» Jean-Pierre émit un rire sec qui résonna dans l'écurie déserte. « Une retraite ? Tu sais combien ça coûte de nourrir un cheval qui ne rapporte plus rien? Les affaires sont les affaires. » La jument, comme si elle comprenait la conversation, leva sa tête majestueuse. Ses flancs gonflés témoignaient de sa grossesse avancée, peut-être sa dernière. Ses yeux, autrefois vifs et brillants, semblaient voilés par le épuisement et la résignation. « Mais elle est pleine » protesta faiblement François. Elle et talons ouragan l'assaillit. Le poulain pourrait, à son âge, avec ses problèmes de dos, Jean-Pierre secoua la tête, ce poulain, s'il survit, sera faible. Je ne peux pas me permettre d'investir dans l'incertain. Emmène-la. Vends-la à l'abattoir ou libère-la, peu importe. Je veux qu'elle soit partie demain matin. François sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Monsieur, s'il vous plaît, c'est un ordre, trancha Jean-Pierre en tournant les talons, laissant derrière lui un silence lourd de conséquences. À quelques kilomètres de là, au bord d'une route départementale, Martine Dubois s'abritait sous un pont de pierre. À 47 ans, son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux bleus gardaient une étincelle indomptable. Ses cheveux gris, autrefois blonds, étaient attachés en un chignon négligé. Elle réajusta son manteau rapiécé, tentant de trouver un peu de chaleur. 3 ans plus tôt, Martine avait tout perdu. Son mari, Pascal, emporté par un cancer foudroyant. Puis leur petite maison, saisie par la banque après des mois d'impayés. Son travail d'aide-soignante n'avait pas suffi à couvrir les dettes médicales et le crédit immobilier. En quelques mois, elle s'était retrouvée à la rue, avec pour seule possession un sac à dos contenant quelques vêtements, les photos de son défunt mari et une volonté farouche de survivre. Cette nuit-là, la pluie s'intensifiait et Martine savait qu'elle ne pourrait pas rester sous le pont. L'eau commençait déjà à monter, menaçant de tremper son sac de couchage élimé. Se redressant avec difficulté, elle rassembla ses maigres possessions et se mit en marche. « Peut-être la vieille grange des Moreaux », murmura-t-elle pour elle-même, se souvenant d'un bâtiment abandonné qu'elle avait repéré quelques jours plus tôt lors de ses errances. La grange se trouvait à la lisière d'un petit bois, à l'écart de la route principale. Autrefois partie d'une exploitation laitière florissante, elle était maintenant délaissée, ses propriétaires ayant déménagé en ville depuis des années. Pour Martine, C était un refuge providentiel. Alors qu'elle approchait de la structure délabrée, un hennissement faible attira son attention. Fronçant les sourcils, elle s'arrêta, scrutant l'obscurité. Le son venait de l'intérieur de la grange. Prudemment, elle poussa la porte grinçante. La scène qui l'accueillit lui coupa le souffle. Dans un coin, éclairé par un rayon de lune filtrant à travers le toit troué, se tenait une magnifique jument Bai, son pelage autrefois lustré maintenant terne et couvert de boue.
L'animal tremblait, ses flancs gonflés témoignant de sa grossesse avancée. « Mon Dieu !» chuchota Martine, s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'animal. « Qui t'a laissé ici, ma belle ?» La jument hennit doucement, comme si elle répondait à la question. Ses yeux, bien que fatigués, ne montraient aucune peur, seulement une profonde tristesse qui résonnait étrangement avec celle de Martine. « Tu es toute seule comme moi », murmura Martine, tendant doucement sa main. À sa surprise, la jument s'avança, pressant son museau chaud contre sa paume. Ce simple geste de confiance émut Martine aux larmes. Elle n'avait pas ressenti une telle connexion depuis la mort de Pascal. « Je n'ai pas grand-chose, » dit-elle en essuyant une larme, « mais ce que j'ai, je le partagerai avec toi. » Cette nuit-là, Martine ne dormit presque pas. Elle utilisa son eau précieuse pour nettoyer les blessures superficielles de la jument, partagea son pain rassis et ses quelques pommes, et arrangea de la paille trouvée dans la grange pour créer une litière confortable. « Tu dois avoir un nom, » dit-elle en caressant l'encolure de l'animal. Ses doigts rencontrèrent alors un collier de cuir usé portant une plaque métallique à moitié effacée. « Étoile, étoile filante », déchiffra-t-elle. « C'est un beau nom. Une étoile perdue qui a trouvé refuge dans ma grange. » Cette nuit-là, sous le toit troué de la vieille grange, deux âmes perdues trouvèrent un peu de réconfort dans la présence l'une de l'autre. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la campagne normande comme si elle tentait d'effacer les peines passées pour préparer un nouveau départ. Ce qu'aucune d'elles ne savait encore, c'est que leur rencontre fortuite allait changer leur destin à jamais. Les jours suivants établirent une routine fragile entre Martine et Étoile. Chaque matin, la femme quittait la grange pour se rendre au village voisin de Saint-Clair-sur-Epte, où elle effectuait de petits travaux en échange de nourriture. Parfois, elle nettoyait l'arrière-boutique de la boulangerie. D'autres fois, elle aidait Madame Beaumont, une octogénaire, à entretenir son jardin. Ces tâches lui permettaient de récupérer des restes de pain, quelques légumes et occasionnellement un peu d'argent qu'elle économisait précieusement. « Tu ne devrais pas dépenser ton maigre salaire pour un cheval », lui avait dit Sophie, la boulangère, lorsque Martine avait acheté du son et des carottes avec ses quelques euros. « Tu as à peine de quoi te nourrir toi-même. » Martine avait simplement souri. « Étoile est tout ce que j'ai maintenant. » Et elle attend un petit... Ce que Martine ne disait pas, c'est qu'Étoile lui avait redonné un but. Après des mois d'errance solitaire, elle se levait désormais chaque matin avec une raison d'avancer. La jument dépendait d'elle, et curieusement, cette responsabilité la rendait plus forte. Un matin, alors que février touchait à sa fin et que les premières jonquilles perçaient timidement la terre gelée, Martine remarqua un changement chez Étoile. La jument semblait agitée, tournant en rond dans la grange, s'arrêtant parfois pour mordiller ses flancs. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle ?» murmura Martine, inquiète. Elle avait grandi à la campagne et reconnaissait les signes. Le poulain allait naître bientôt, peut-être même aujourd'hui. Panique commença à s'emparer d'elle. Elle n'était pas vétérinaire et la jument semblait âgée et affaiblie par des mois de négligence avant leur rencontre. « Je dois trouver de l'aide », décida-t-elle, caressant l'encolure moite des Étoiles. Au village, Martine hésita devant la clinique vétérinaire. Le docteur Mercier était réputé pour sa compétence, mais aussi pour ses tarifs élevés. Elle n'avait pas les moyens de payer une consultation, encore moins une assistance pour un poulinage, mais avait-elle vraiment le choix? La sonnette de la clinique tinta lorsqu'elle poussa la porte. Elle l'accueille, une jeune femme au sourire commercial, leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Martine, consciente de son apparence négligée, se redressa légèrement. « J'aurais besoin de parler au docteur Mercier, c'est urgent. »« Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais je suis désolé, mais le docteur est complet pour aujourd'hui. » « Je peux vous proposer un créneau pour la semaine prochaine. » Martine sentit la frustration monter en elle. « Vous ne comprenez pas. J'ai une jument qui va mettre bas,
peut-être aujourd'hui. Elle est âgée et faible. J'ai peur qu'elle ne survive pas sans aide. » La réceptionniste parut hésiter. Le docteur Mercier ne se déplace pas sans règlement préalable. C'est la politique de la clinique. Je comprends, répondit Martine, la gorge serrée. Merci quand même. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, une voix masculine l'interpella. Attendez, un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'une blouse blanche, se tenait dans l'encadrement d'une porte. Grand et mince, avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture fine, il observait Martine avec curiosité. « J'ai entendu votre conversation. Vous avez une jument en poulinage ?»« Oui, » répondit Martine. « Elle s'appelle Étoile. Je l'ai trouvée abandonnée il y a quelques semaines. Elle est très affaiblie et je crains pour sa vie et celle du poulain. » L'homme, elle, étudia un moment, puis hocha la tête. « Je m'appelle Louis Mercier. Je termine une consultation et je vous suis. » Martine cligna des yeux, surprise par ce revirement. « Mais je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup d'argent. » Un sourire adoucit le visage du vétérinaire. « Nous verrons cela plus tard. » Une vie est une vie, qu'elle appartienne à un cheval de course ou à un animal abandonné. 1 heure plus tard, le docteur Mercier examinait Étoile dans la grange. Son visage professionnel ne trahissait aucune émotion. Mais Martine pouvait lire l'inquiétude dans ses gestes. « Elle est effectivement très faible, » dit-il finalement. « Et le poulain est mal positionné. Nous allons devoir intervenir. » Va-t-elle survivre? La voix de Martine tremblait. « Je ne peux rien promettre, » répondit-il honnêtement, « mais je vais faire tout mon possible. » Les heures qui suivirent furent parmi les plus intenses que Martine ait jamais vécues. Louis Mercier, les manches retroussées et le front couvert de sueur, luttait pour sauver Étoile et son poulain. Martine l'assistait du mieux qu'elle pouvait, apportant de l'eau, des serviettes et murmurant des encouragements à la jument épuisée. « Allez, ma belle, » chuchotait-elle, « tu es forte, tu peux le faire. » Au moment où le soleil se couchait, baignant la grange d'une lumière dorée, un minuscule sabot apparut enfin, puis un museau. Et finalement, dans un dernier effort héroïque de Étoile, un magnifique poulain alezan glissa sur la paille fraîche. « C'est un mâle », annonça Louis, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. Et il a l'air en parfaite santé. Martine, les larmes aux yeux, regardait le nouveau-né tenter maladroitement de se lever sur ses longues jambes tremblantes. Étoile, épuisée mais vivante, tourna sa tête vers son petit, le léchant affectueusement. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Louis, rangeant son matériel. Martine observa le poulain, dont le pelage luisait comme du cuivre sous les derniers rayons du soleil. « Tonnerre » murmura-t-elle. « Il s'appellera Tonnerre. » Les jours qui suivirent la naissance de Tonnerre furent remplis d'émerveillement et d'inquiétude. Le poulain grandissait à vue d'œil, gambadant maladroitement autour de sa mère dans l'espace restreint de la grange. Ses longues jambes semblaient parfois trop grandes pour son corps, mais ses yeux pétillaient d'une intelligence rare. Martine passait des heures à l'observer, fascinée par chaque progrès du petit animal. « Elle a une structure osseuse remarquable », nota Louis Mercier lors de sa visite hebdomadaire. Le vétérinaire avait pris l'habitude de passer, par hasard, pour vérifier l'état de santé du poulain et de sa mère. Martine sourit, serrant son châle élimé autour de ses épaules. « Vous croyez ? J'ai examiné des centaines de poulains dans ma carrière, » répondit Louis en observant Tonnerre téter avidement. « Celui-ci a quelque chose de spécial. Regardez cette ligne de dos, ces jarrets, cette encolure. C'est un animal d'exception. » Martine sentit une fierté inexplicable gonfler sa poitrine. Sa mère est exceptionnelle aussi. Elle a survécu à l'abandon, à l'hiver, à un poulinage difficile. Étoile est une battante. Louis hocha la tête, pensif. J'ai fait quelques recherches sur son collier. Étoile filante était une poulinière de renom au haras Les Étoiles de Normandie.
Elle a donné naissance à 3 champions de course. Je me demande comment elle s'est retrouvée ici. Un silence s'installa, lourd des questions non posées. Martine savait que sa situation précaire ne pouvait pas durer éternellement. La grange, bien qu'abandonnée, appartenait toujours à quelqu'un, et les besoins d'un poulain en pleine croissance et d'une jument allaitante dépassaient largement ses maigres ressources. « Je ne pourrai pas les garder indéfiniment, » admit-elle finalement, la voix brisée. « Je n'ai même pas de toit stable pour moi-même. » Louis l'observa un moment, puis s'assit sur une botte de foin à côté d'elle. « Que s'est-il passé, Martine? Comment une femme comme vous se retrouve-t-elle à vivre dans une grange abandonnée ?» Elle hésita, puis décida que cet homme qui avait sauvé Étoile et Tonnerre méritait la vérité. Elle lui raconta tout. Pascal, la maladie, les dettes, la maison saisie, les emplois précaires insuffisants pour retrouver un logement. J était aide-soignante, vous savez, conclut-elle avec un sourire triste. J'aimais mon métier, mais après tout ça, je n'ai plus eu la force de reprendre. Louis l'écoutait sans l'interrompre, son visage exprimant une compassion sincère. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment, puis dit simplement « Ma sœur Catherine tient une ferme équestre à quelques kilomètres d'ici. Elle cherche justement quelqu'un qui s'y connaît en chevaux et qui pourrait l'aider avec les soins de base. Il y a une petite maison sur la propriété. » Les yeux de Martine S. écarquillèrent. « Vous lui parleriez de moi. » « Je lui ai déjà parlé, » admit-il avec un petit sourire. « Elle vous attend demain matin pour une visite. Si le courant passe entre vous... » Les mots lui manquèrent. Pour la première fois depuis la mort de Pascal, une lueur d'espoir véritable brillait à l'horizon. Et Étoile et Tonnerre? Il viendrait aussi, bien sûr. Catherine a de l'espace et adore les chevaux. Mais il hésita. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Le propriétaire du haras, Jean-Pierre Levesque, a signalé la disparition d'une jument pleine il y a quelques mois. Si Étoile est bien cette jument, il pourrait la réclamer, termina Martine, sentant son cœur se serrer. Mais pourquoi la réclamerait-il après l'avoir abandonnée? Les pur sang ont une valeur considérable, même âgée. Et maintenant qu'elle a mis bas un poulain apparemment prometteur, Martine se leva brusquement, les poings serrés. Il n'est pas question qu'il retourne là-bas. Vous avez vu dans quel état était Étoile quand je l'ai trouvée? Louis posa une main apaisante sur son bras. Personne ne sait où ils sont pour l'instant, à part nous, et je n'ai pas l'intention de le révéler. Mais nous devons être prudents. Le lendemain matin, Martine se présenta à la ferme équestre, les Saules, avec une appréhension mêlée d'espoir. Catherine Mercier, une femme dynamique d'une 50aine d'années, aux cheveux courts, poivre et sel, l'accueillit chaleureusement. « Louis m'a beaucoup parlé de vous », dit-elle en lui servant un café dans la cuisine rustique de la ferme. « Moi, il dit que vous avez un don avec les chevaux. » Martine rougit légèrement. « J'ai grandi à la campagne. Mon père élevait quelques chevaux de trait. » Catherine hocha la tête, l'observant attentivement. « La petite maison n'est pas luxueuse, mais elle est propre et chauffée. Vous pourriez y installer votre jument et son poulain dans l'enclos attenant. En échange, j'aurais besoin d'aide pour les soins quotidiens aux chevaux, le nettoyage des boxes et l'accueil des cavaliers le week-end. Ça vous conviendrait ?» Martine sentit une boule se former dans sa gorge. « Ce serait parfait. »« Alors c'est réglé, » sourit Catherine en lui tendant la main. « Bienvenue au Saules, Martine. » Ce soir-là, alors qu'elle préparait ses maigres possessions dans la grange, Martine observait Tonnerre qui dormait paisiblement contre sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à rêver d'un avenir meilleur. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le destin de ce petit poulain alezan serait intimement lié au sien, d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les saisons défilèrent comme les pages d'un livre, transformant progressivement la vie de Martine. La petite maison aux Saules devint rapidement un véritable foyer.
Avec son premier salaire, elle acheta des rideaux à fleurs pour égayer les fenêtres et un tapis usé mais chaleureux pour le salon. Peu à peu, elle recommença à vivre et non plus seulement à survivre. Tonnerre grandissait à une vitesse stupéfiante. À 6 mois, le poulain alezan dépassait déjà ses congénères du même âge. Sa robe brillait comme du cuivre poli sous le soleil normand, et sa démarche trahissait une élégance naturelle rare chez un si jeune équidé. « Il a le port de tête d'un champion », remarqua Catherine un matin alors qu'elles observaient Tonnerre galoper dans le pré, ses longues jambes manœuvrant avec une coordination parfaite. Mai n'a pas seulement hérité de la force de sa mère, mais aussi d'une intelligence remarquable. Martine acquiesça, une fierté maternelle illuminant son visage désormais plus reposé. Il apprend tout si vite. Hier, je lui ai montré comment franchir la petite barrière, et aujourd'hui, il la saute comme s'il l'avait fait toute sa vie. Ce que Martine n'osait pas admettre à voix haute, c'était l'inquiétude qui grandissait en parallèle de Tonnerre. Plus le poulain se distinguait, plus elle craignait qu'on ne le lui arrache. Chaque voiture inconnue qui s'arrêtait au saule faisait naître en elle une angoisse sourde. Et si c'était Jean-Pierre Levesque qui avait retrouvé leurs traces? Un après-midi d'été, alors que Tonnerre fêtait ses 2 ans, un incident vint confirmer ses craintes. Catherine accueillait un nouveau pensionnaire, un hongre gris appartenant à un certain Philippe Dumas. L'homme, élégamment vêtu d'une veste de tweed malgré la chaleur, observait Tonnerre qui s'ébrouait près de la clôture. « Magnifique animal », commenta-t-il, ajustant ses lunettes de soleil. « Un pur sang, n'est-ce pas? Il me rappelle la lignée d'Ouragan, ce grand étalon des étoiles de Normandie. » Martine, qui nettoyait un box à proximité, sentit son cœur s'arrêter. Elle échangea un regard inquiet avec Catherine. « C'est juste un métis, » répondit Catherine avec un naturel forcé. « Il appartient à notre soigneuse, Martine, un heureux hasard génétique. » Philippe Dumas sourit poliment, mais son regard s'attarda sur Tonnerre d'une façon qui mit Martine mal à l'aise. « Bien sûr, » dit-il finalement, « un hasard extraordinaire. » Ce soir-là, elle confia ses inquiétudes à Louis, venu dîner chez sa sœur comme chaque vendredi. « Je pense que ce Dumas a des soupçons, » dit-elle, tournant nerveusement sa cuillère dans son café. « Et s'il connaissait Levesque, s'il lui parlait de Tonnerre ?» Louis posa une main rassurante sur la sienne. Philippe Dumas est un ancien jockey reconverti dans le commerce de vin. Il a effectivement fréquenté le milieu hippique, mais rien n'indique qu'il ait un lien particulier avec Levesque. Mais s'il reconnaît Étoile, ou pire, s'il devine qui est le père de Tonnerre. Catherine et Louis échangèrent un regard lourd de sens. « Martine, » commença doucement Catherine, « nous devons être réalistes. Tonnerre est exceptionnel et il ne pourra pas rester caché éternellement si nous voulons qu'il développe son potentiel. » « Que voulez-vous dire ?» Louis se pencha en avant. « J'ai parlé à un ami, Pierre Clément. C'est un entraîneur réputé qui travaille avec de petites écuries indépendantes. Il cherche de jeunes chevaux prometteurs pour les courses régionales. » Martine sentit la panique l'envahir. « Vous voulez que je me sépare de Tonnerre ?»« Non, » répondit fermement Catherine. « Nous suggérons de lui donner une chance de devenir ce pour quoi il est né. Pierre pourrait l'entraîner ici, au saule. Tu resterais impliqué dans chaque étape de son développement. Mais si Levesque le reconnaît lors d'une course, c'est un risque, admit Louis. Mais Pierre a une idée. Nous enregistrerions Tonnerre sous un autre nom, avec des origines inconnues. C'est risqué, mais pas impossible. » Martine contempla son café, perdue dans ses pensées. Au fond d'elle, elle savait que Catherine et Louis avaient raison. Chaque jour, elle voyait Tonnerre scruter l'horizon par-dessus la clôture, comme s'il cherchait quelque chose de plus grand que ce pré normand. Il était né pour courir, pour défier le vent. « Et si, » commença-t-elle, hésitante, « et si nous découvrions qui était réellement le propriétaire des Étoiles avant Levesque ?
Si nous pouvions prouver qu'il l'a acquise illégalement? Louise et Catherine la regardèrent avec surprise. « Qu'est-ce qui te fait penser cela ?» demanda Louis. Étoile réagit étrangement chaque fois que je prononce certains mots en espagnol. J'ai travaillé avec une collègue espagnole à l'hôpital et j'ai gardé quelques expressions. Un jour, j'ai dit « gracias » après que Étoile m'ait laissé nettoyer ses sabots et elle a dressé les oreilles comme si elle reconnaissait ce mot. Louis fronça les sourcils. C'est intéressant. Les étoiles de Normandie importent effectivement parfois des chevaux d'Espagne. Peut-être y a-t-il un moyen de découvrir son véritable pédigré, suggéra Catherine. Et si était le cas, alors l'évêque n'aurait aucun droit légal sur elle ni sur Tonnerre, conclut Martine, sentant un nouvel espoir naître en elle. Pierre Clément arriva au Saule un matin de septembre, alors que les premiers feuillages commençaient à se teinter d'or. C était un homme trapu, aux cheveux poivre et sel, dont les yeux sombres semblaient évaluer tout ce qu'il voyait. Il observait Tonnerre depuis la barrière du manège, immobile et silencieux, tandis que Martine faisait trotter le jeune cheval en longe. « Allonge, Tonnerre » encourageait-elle doucement, et l'alezan répondait instantanément, étirant sa foulée avec une fluidité remarquable. Après une demi-heure d'observation, Pierre s'approcha enfin. « Louis avait raison, » dit-il simplement. « Ce cheval est exceptionnel. » Martine arrêta Tonnerre et caressa son encolure luisante de sueur. « Vous pensez qu'il pourrait courir ?» Pierre laissa échapper un petit rire. « Courir, Madame Dubois? Ce cheval pourrait gagner ?» Il a une action parfaite, une musculature idéale et surtout cette chose indéfinissable que nous cherchons tous, le cœur d'un champion. Un mélange de fierté et d'anxiété envahit Martine. Et pour l'autre question, le visage de Pierre se fit plus grave. Les courses régionales ne nécessitent pas un pédigré vérifié, mais si nous voulons qu'il accède aux courses nationales, il nous faudra découvrir qui il est vraiment, acheva Martine. Louis, qui les avait rejoints, posa une main sur l'épaule de Martine. Ce simple geste, devenu familier au fil des mois, lui procurait toujours une chaleur réconfortante. « J'ai peut-être une piste », annonça-t-il. Un vieil ami, Manuel Fernandez, travaille pour le registre équin espagnol. Je lui ai envoyé des photos de Étoile et la description des marques qu'elle porte. « Et » pressa Martine. « Il pense reconnaître une jument disparue il y a environ 6 ans. Estrella del Viento, élevée au Haras Vega del Sol, près de Séville. Elle aurait été vendue aux enchères après la mort de son propriétaire, mais n'est jamais arrivée à destination. » Pierre siffla entre ses dents. « Vega del Sol produit certains des meilleurs pur sang d'Espagne. Si votre étoile est bien Estrella, alors l'évêque l'aurait acquise illégalement, compléta Martine, sentant l'espoir monter en elle. C'est possible, tempéra Louis, mais nous aurons besoin de preuves solides. Manuel propose de venir l'examiner lui-même. Il connaissait personnellement cette jument. Les semaines suivantes furent intenses. Tandis que Louis organisait la visite de Manuel, Pierre commença l'entraînement de Tonnerre. Le jeune cheval se révéla être un élève enthousiaste, avide d'apprendre et doté d'une endurance exceptionnelle. Chaque jour, Martine assistait aux séances, émerveillant des progrès de ce poulain qu'elle avait vu naître dans une grange délabrée. Il a un équilibre naturel remarquable, nota Pierre après une séance particulièrement réussie. La plupart des jeunes chevaux perdent leur cadence dans les virages serrés, mais lui, c'est comme s'il avait couru toute sa vie. L'automne s'installait doucement sur la Normandie, parant les collines de rouge et d'or, lorsque Manuel Fernandez arriva enfin au Saule. C était un homme élégant, aux manières distinguées et au regard vif. Dès qu'il aperçut Étoile dans son pré, il s'immobilisa. « Dios mio » murmura-t-il. « C'est elle. » Martine, qui l'accompagnait avec Louis, sentit son cœur s'emballer. « Vous en êtes sûr ?» Manuel s'approcha lentement de la jument. « Estrella » appela-t-il doucement. «
Estrella del Viento. Les oreilles d'Étoile se dressèrent immédiatement. Elle s'approcha de la clôture, reniflant curieusement la main tendue de Manuel. « Elle me reconnaît, dit-il, ému. J'ai travaillé à Vega del Sol pendant 15 ans. J'ai aidé à sa mise bas. Regardez cette marque blanche sur son poitrail, en forme d'étoile. Et cette cicatrice sur son antérieur gauche, à peine visible maintenant, elle s'est blessée à 3 ans en sautant une clôture. » Louis et Martine échangèrent un regard plein d'espoir. « Avez-vous des documents qui prouvent son identité ?» demanda Louis. Manuel hocha la tête. « J'ai apporté son dossier complet, passeport équin, certificat d'origine, relevé génétique. Et le plus important, le rapport de sa disparition lors du transport vers la France. Alors l'évêque l'a achetée en sachant qu'elle était volée, murmura Martine. Probablement, confirma Manuel. Ce trafic de chevaux de valeur existe depuis longtemps. Les animaux disparaissent en Espagne et réapparaissent en France ou en Italie avec de nouveaux papiers. Cette révélation était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Si Étoile, ou plutôt Estrella, avait été volée, alors légalement, elle appartenait toujours au haras espagnol. Mais qu'adviendrait-il d'elle et de Tonnerre si la vérité éclatait? « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Martine à Manuel, la gorge serrée. Le visage de l'Espagnol s'adoucit. Techniquement, Estrella appartient toujours aux héritiers de Vega del Sol. Mais, pressa Louis. Le nouveau propriétaire du haras est Don Rafael Mendoza, le neveu du fondateur. C'est un homme bon et juste. Si nous lui présentons la situation correctement, peut-être pourrons-nous trouver un arrangement. Le soir même, alors que Manuel était retourné à son hôtel, Martine et Louis s'attardaient sur la terrasse des Saules. L'air frais d'octobre portait les odeurs d'humus et de pommes mûres, tandis que le ciel s'embrasait d'un dernier feu crépusculaire. « J'ai peur, Louis », avoua Martine, serrant sa tasse de thé entre ses mains pour se réchauffer. Peur de les perdre tous les deux. Louis couvrit sa main de la sienne. « Nous trouverons une solution, Martine, je te le promets. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la détermination qu'elle y lisait. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Pour nous ?» Louis sourit doucement. « Tu ne devines pas ?» Et soudain, elle comprit. La chaleur qui envahit sa poitrine n'avait rien à voir avec le thé. Don Rafael Mendoza arriva aux Saules un matin de novembre, alors qu'un brouillard épais enveloppait la campagne normande. C était un homme imposant, aux cheveux noirs striés d'argent et au maintien aristocratique. Malgré la simplicité de sa tenue, un pantalon d'équitation, des bottes en cuir souple et un pull en cachemire, on devinait en lui le grand propriétaire terrien espagnol. Martine l'attendait devant l'écurie, les mains moites et le cœur battant. Louis se tenait à ses côtés, sa présence solide lui donnant le courage qui menaçait de l'abandonner. « Señor Mendoza », salua-t-elle, lorsque la voiture s'arrêta devant eux. « Et bienvenue aux Saules », Rafael Mendoza lui serra la main avec une courtoisie formelle. « Madame Dubois, le docteur Mercier, Manuel m'a beaucoup parlé de vous et de ma jument. » Ce possessif fit frémir Martine, mais elle garda son calme. « Ada, nous vous avons préparé du café, si vous souhaitez d'abord vous réchauffer. Je préférerais voir Estrella immédiatement, si cela ne vous dérange pas. » Louis et Martine échangèrent un regard avant de conduire leurs visiteurs vers le pré, où Étoile et Tonnerre profitaient des derniers rayons de soleil de l'année. La jument leva la tête à leur approche, ses oreilles pointées vers l'avant avec curiosité. Don Rafael s'immobilisa à la vue des deux chevaux. Pendant un long moment, il ne dit rien, observant simplement la jument qu'il n'avait pas vue depuis 6 ans et le jeune étalon qui se tenait fièrement à ses côtés. « Elle a vieilli », dit-il finalement, sa voix trahissant une émotion contenue. « Mais elle est magnifique, et son fils. » Il se tourna vers Martine. «
Manuel m'a dit que vous l'aviez trouvée abandonnée, en plein hiver, sur le point de mettre bas. Oui, répondit Martine, la gorge serrée. Elle était épuisée, affamée. Je ne savais pas qui elle était à l'époque. Je voulais juste l'aider. Don Raphaël hocha lentement la tête, puis s'approcha de la barrière. « Estrella » appela-t-il doucement en espagnol. « Eh viens, ma belle !» À la surprise de Martine, Étoile s'approcha immédiatement, poussant son museau contre la main tendue de l'Espagnol. Un sourire adoucit les traits austères de Don Raphaël. « Elle se souvient, » murmura-t-il. « J'y étais là le jour de sa naissance. Mon oncle me l'avait confié spécialement. » Le silence qui suivit était chargé de émotion. Finalement, Don Raphaël se tourna vers Martine. « Je crois que nous avons beaucoup à discuter, Madame Dubois. » La conversation se poursuivit dans le petit salon de Martine, autour d'un café et des madeleines fraîchement préparées par Catherine. Don Raphaël écoutait attentivement, tandis que Martine racontait comment elle avait trouvé Étoile, la naissance difficile de Tonnerre et les mois qui avaient suivi. « J'ai entendu parler de Jean-Pierre Levesque », dit finalement Don Raphaël. « Un homme qui place le profit au-dessus de tout, même du bien-être de ses animaux. Que comptez-vous faire ?» demanda Louis, exprimant la question qui brûlait les lèvres de Martine. Don Raphaël posa sa tasse et regarda Martine droit dans les yeux. « Légalement, Estrella m'appartient, et par extension, son poulain aussi. » Martine sentit son cœur se briser, mais elle hocha la tête, résignée. « Je comprends. Quand voulez-vous les emmener ?» L'Espagnol parut surpris. « Les emmener? Non, Madame Dubois, je n'ai pas l'intention de les séparer de vous. »« Pardon ?» Martine naine n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « J'ai vu comment Estrella vous regarde. J'ai vu l'état de son pelage, ses yeux vifs, sa confiance. Vous avez fait pour elle ce que je n'ai pas pu faire. La sauver et lui offrir une seconde chance. » Il fit une pause. « Et son fils ?» Manuel m'a dit qu'il avait un potentiel extraordinaire. « C'est vrai ?» confirma Louis. « Pierre Clément, un entraîneur réputé, a commencé à le préparer pour les courses régionales. » Don Raphaël hocha la tête, pensif. « Voici ce que je propose. Estrella restera officiellement ma propriété, mais elle demeurera ici, avec vous, pour le reste de ses jours. Quant au poulain... » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Martine. « J'aimerais lui donner une chance de prouver sa valeur. Si vous acceptez, je financerai son entraînement et son inscription aux courses sous nos deux noms. » Martine regarda la carte, puis Don Raphaël, incrédule. « Mais pourquoi feriez-vous cela ?» L'Espagnol sourit, pour la première fois depuis son arrivée. « Parce que Vega del Sol a toujours été plus qu'un simple haras pour moi. C'est une tradition familiale de valoriser non seulement la lignée des chevaux, mais aussi l'âme et le cœur qu'ils portent en eux. Ce jeune étalon a été élevé avec amour, et cela se voit. Je serais fou de ne pas lui donner sa chance. » Louis posa une main sur l'épaule de Martine, sentant son émotion. « C'est une offre très généreuse, Don Raphaël. » « Avec une condition, » ajouta l'Espagnol, son visage redevenant sérieux. « Nous devons exposer les agissements de Levesque. La disparition d'Estrella N était probablement pas un cas isolé. » Martine sentit un frisson parcourir son échine. « Il pourrait se venger. C'est pourquoi nous devons agir avec prudence et préparation, » répondit Don Raphaël. « J'ai des relations dans le monde équestre français. Ensemble, nous pouvons bâtir un dossier solide contre lui. » Cette nuit-là, après le départ de Don Raphaël, Martine et Louis restèrent éveillés tard, discutant des événements de la journée. Assis côte à côte sur le petit canapé de Martine, ils partageaient une bouteille de cidre normand que Catherine leur avait offerte pour célébrer. « Tu te rends compte ?» dit Martine, encore abasourdie. « Tonnerre va pouvoir courir officiellement, avec un vrai pédigré. Et Étoile, Estrella, peut rester avec moi. » Louis sourit,
ses yeux ne quittant pas le visage de Martine. « Tu le mérites. Tu as sauvé cette jument quand tu n'avais rien toi-même à offrir. C'est le genre de générosité que même l'argent ne peut acheter. » Elle rougit légèrement sous son regard. « J'avais si peur de les perdre. Ces chevaux sont tout ce que j'ai. »« Pas tout, » murmura Louis, prenant sa main dans la sienne. « Adieu aussi Catherine, Pierre et moi. » Leurs regards se croisèrent, et dans la douce lumière de la lampe, Martine vit dans les yeux de Louis ce qu'elle n'osait espérer depuis des mois. Lentement, comme pour lui laisser le temps de s'écarter, il se pencha vers elle et posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser fut comme un nouveau départ, la promesse d'un avenir qu'elle n'avait plus osé imaginer après la mort de Pascal. Lorsqu'ils se séparèrent, elle sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler. « Je ne sais pas si je mérite tout ce bonheur », chuchota-t-elle. Louis essuya une larme sur sa joue. « Chaque jour, depuis que je t'ai rencontré, je me demande ce que j'ai fait pour mériter de te connaître. » Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, dans le bureau luxueux des Étoiles de Normandie, Jean-Pierre Levesque recevait un appel téléphonique qui allait bouleverser ses plans. À l'autre bout du fil, une voix nerveuse lui décrivait un jeune étalon alezan remarquable, aperçu au Saule, qui ressemblait étrangement à ce qu'aurait pu devenir le poulain de Étoile filante. Le printemps apporta au Saule un vent de renouveau. Les premiers bourgeons éclataient sur les arbres, les prairies se couvraient de pâquerettes et Tonnerre, désormais officiellement enregistré sous le nom de Rayo de Esperanza, rayon d'espoir en espagnol, intensifiait son entraînement. Pierre Clément avait inscrit le jeune étalon à sa première course officielle, le prix de printemps à l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, une épreuve régionale pour chevaux de 3 ans n'ayant jamais couru. Don Raphaël avait fait le déplacement spécialement d'Espagne pour l'occasion et séjournait dans une chambre d'hôte voisine. « Il est prêt », affirma Pierre un matin, après une séance d'entraînement particulièrement impressionnante. Sa vitesse sur le dernier furlon est exceptionnelle. S'il maintient cette cadence en course, personne ne pourra le rattraper. Martine observait Tonnerre, son cœur gonflé de fierté. Le poulain maladroit, né dans une grange délabrée, était transformé en un magnifique étalon de course, puissant et déterminé. Sa robe alezan brillait au soleil comme une flamme vivante. « À qui avez-vous confié la monte ?» demanda Don Raphaël, qui les avait rejoints. « Alexandre Beaumont », répondit Pierre. « Un jeune jockey prometteur, ils se sont bien entendus lors des essais. » Martine acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Depuis quelques jours, elle avait remarqué une voiture sombre qui stationnait parfois à l'entrée des Saules. Louis avait promis de se renseigner, mais elle craignait déjà connaître la réponse. Ses craintes se confirmèrent cet après-midi-là. Louis arriva au Saule, le visage grave, et demanda à parler à Martine et Don Raphaël en privé. « Levesque sait », annonça-t-il sans préambule, une fois qu'ils furent isolés dans le bureau de Catherine. Il a appris pour Tonnerre et sa participation à la course de samedi. Don Raphaël fronça les sourcils. Comment? Quelqu'un lui a parlé de ce jeune étalon alezan exceptionnellement prometteur. Il a fait le rapprochement avec Étoile filante. Martine sentit son sang se glacer. Que va-t-il faire? Pour l'instant, il se renseigne. Mais j'ai appris qu'il a contacté un avocat spécialisé dans le droit équin. Il pourrait tenter de bloquer la participation de Tonnerre à la course, ou pire, de réclamer sa propriété. « Sur quelle base ?» s'indigna Don Raphaël. « Il a abandonné Estrella. Et de toute façon, elle n'était pas légalement sa propriété, mais la mienne. Il pourrait prétendre qu'elle lui a été volée, » suggéra Louis. « Créer une histoire pour justifier sa disparition. » Martine se leva brusquement, le visage pâle. « Il pourrait nous les prendre. » Légalement, Louis et Don Raphaël échangèrent un regard préoccupé. « Pas si nous agissons en premier, » déclara finalement l'Espagnol. «
j'ai apporté tous les documents prouvant qu'Estrella a été volée en Espagne. Mon avocat a préparé une plainte formelle contre Levesque pour recel de biens volés. Nous allions la déposer après la course, ajouta Louis. Mais peut-être devrions-nous accélérer les choses. Le soir même, Don Raphaël et Louis se rendirent à la gendarmerie de Deauville pour déposer la plainte, tandis que Martine restait au saule, inquiète. Catherine lui tint compagnie, préparant un dîner que Martine toucha à peine. « Tu devrais manger », la gronda gentiment Catherine. « Tu auras besoin de force pour affronter les jours à venir. »« J'ai si peur, Catherine », avoua Martine, « si Levesque réussit. »« Louis ne le permettra pas, » affirma Catherine avec conviction. « Et Don Raphaël non plus. Ils se battront pour toi, pour vous tous. » Louis et Don Raphaël revinrent tard dans la soirée, leur visage trahissant leur fatigue, mais aussi une certaine satisfaction. « La plainte est déposée, » annonça Louis. « La gendarmerie prend l'affaire très au sérieux, d'autant plus que Don Raphaël a fourni des preuves solides du vol d'Estrella. »« Le commandant Bernard est un ami, » ajouta Don Raphaël. « Il m'a promis d'agir rapidement. » Malgré ces nouvelles encourageantes, la nuit fut agitée pour Martine. Elle se réveilla plusieurs fois, hantée par des cauchemars où tonnerre et étoiles lui étaient arrachés. Au petit matin, épuisée, elle se rendit à l'écurie plus tôt que d'habitude. Elle trouva Louis déjà là, veillant sur les chevaux, une tasse de café à la main. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle, touchée par sa présence. « J'y étais inquiet, » admit-il. « Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Sans un mot, elle s'approcha et se blottit contre lui. Il l'entoura de ses bras, et pendant un moment, ils restèrent ainsi, puisant de la force dans leur étreinte partagée. « Quoi qu'il arrive, » murmura Louis contre ses cheveux, « nous l'affronterons ensemble. » La veille de la course, alors que Pierre finalisait les derniers préparatifs pour le transport de Tonnerre à l'hippodrome, une voiture inconnue franchit le portail des Saules. Martine, qui brossait Étoile, sentit son cœur s'arrêter en reconnaissant Jean-Pierre Levesque, qui en descendait, accompagné d'un homme en costume. « Courage !» lui souffla Catherine, qui passait par là. « Louis et Don Raphaël sont dans le bureau. Je vais les chercher. » Levesque s'approcha de l'écurie d'un pas assuré, son regard froid évaluant les installations. « Madame Dubois, je présume ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Jean-Pierre Levesque. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » Martine se redressa, serrant fermement la brosse dans sa main. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Levesque. »« Ne jouons pas à ce jeu, » répliqua-t-il, son sourire s'effaçant. « Étoile filante est ma jument, et son poulain également. Je suis venu les récupérer. » Le temps sembla se figer dans la cour des Saules. Martine, bien que terrifiée, soutint le regard de Levesque sans fléchir. Elle avait survécu à la perte de son mari, à la rue, à la faim. Cet homme ne l'intimiderait pas. « Étoile n'est pas à vous, » répliqua-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de maintenir ferme. « Vous l'avez abandonnée en plein hiver, enceinte et épuisée. » Levesque balaya l'accusation d'un geste dédaigneux. « Des absurdités. Cette jument s'est échappée de mon haras. J'ai des documents qui prouvent qu'elle m'appartient. » « Des faux, » intervint Don Raphaël, qui arrivait à grands pas, Louis et Catherine sur ses talons. « Tout comme les papiers que vous avez présentés quand vous l'avez acheté. » Levesque se tourna vers le nouvel arrivant, ses yeux se plissant légèrement. « Et vous êtes ?» « Don Rafael Mendoza, propriétaire du haras Vega del Sol. » L'Espagnol se tenait droit, imposant dans sa simplicité. « Le propriétaire légal d'Estrella del Viento, que vous connaissez sous le nom de Étoile filante. » Le visage de Levesque blêmit légèrement, mais il se reprit rapidement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai acheté cette jument légalement lors d'une vente aux enchères à Deauville. À un certain Marcel Dubois, n'est-ce pas ?» intervint Louis. «
Un homme qui a mystérieusement disparu juste après la vente et dont personne n'a jamais entendu parler avant ce jour. L'homme en costume s'avança, tendant une carte professionnelle. Maître Laurent Girard, avocat. Mon client exige la restitution immédiate de ses biens ainsi qu'une compensation pour le préjudice subi. Don Raphaël sourit froidement. Alors votre client sera déçu. Une plainte pour recel de biens volés a été déposée hier contre Monsieur Levesque. La gendarmerie est en train d'enquêter sur la façon dont Estrella del Viento, volée en Espagne il y a 6 ans, s'est retrouvée en sa possession. L'avocat parut désarçonné, mais Levesque ne se démonta pas. Des accusations sans fondement. J'ai des témoins qui confirmeront mon achat légal. Des témoins aussi fictifs que Marcel Dubois, je présume, répliqua Louis. Nous avons des preuves génétiques qui confirment l'identité d'Estrella et des témoins qui vous ont vu abandonner cette jument enceinte parce que vous la jugiez inutile. À ce moment précis, le commandant Bernard de la gendarmerie de Deauville franchit à son tour le portail, accompagné de 2 gendarmes. Son regard sévère balaya l'assemblée avant de s'arrêter sur Levesque. « Monsieur Levesque, quelle coïncidence !» dit-il d'un ton qui suggérait tout sauf une coïncidence. « J'allais justement me rendre aux Étoiles de Normandie pour vous parler. » Levesque se raidit visiblement. « À quel sujet ?» Une enquête concernant un réseau de trafic de chevaux de valeur entre l'Espagne, la France et l'Italie. Le commandant sortit un document de sa poche. « J'ai ici un mandat pour inspecter vos registres d'achat et de vente des 10 dernières années. » L'avocat s'interposa. « Mon client n'est pas obligé de... »« Votre client fera ce que dit ce mandat, » l'interrompit sèchement le commandant, « à moins qu'il ne préfère m'accompagner immédiatement à la gendarmerie. » Un silence lourd s'abattit sur la cour. Levesque, livide, regardait tour à tour Don Raphaël, le commandant Bernard et Martine. Finalement, son regard s'arrêta sur Tonnerre, qui observait la scène depuis son paddock, sa magnifique tête dressée fièrement. « Ce poulain, dit-il, sa voix trahissant une colère à peine contenue, est le produit de mon étalon Ouragan. Génétiquement, il m'appartient en partie. Légalement, il appartient à Madame Dubois et à Don Raphaël, » répliqua le commandant. « Et si vous tentez quoi que ce soit pour perturber la course de demain, je vous arrêterai personnellement pour entrave. » L'avocat prit le bras de Levesque. « Venez, nous réglerons cela juridiquement. » Mais Levesque se dégagea brusquement. Il s'approcha de Martine jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. Louis fit un pas en avant, prêt à intervenir, mais Martine lui fit signe de rester où il était. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » siffla Levesque, ses yeux injectés de haine. « Je ruinerai ce cheval. Je ferai en sorte qu'aucun jockey ne monte jamais sur son dos, qu'aucun haras ne veuille jamais de ses services. Vous n'en ferez rien, » répondit calmement Martine, « parce que demain, Tonnerre va courir, et il va gagner. Et tout le monde verra à quel point vous vous êtes trompé en abandonnant sa mère. » Quelque chose dans la détermination tranquille de Martine sembla finalement ébranler Levesque. Avec un dernier regard venimeux, il tourna les talons et rejoignit sa voiture, suivi de son avocat. « Ce n'est pas terminé », lança-t-il avant de claquer la portière. Le commandant Bernard s'approcha de Don Raphaël et Martine. « Je vais poster 2 hommes ici cette nuit, au cas où. Et demain, il y aura une présence policière à l'hippodrome. »« Merci, commandant, » dit Don Raphaël en lui serrant la main. Lorsque les gendarmes furent partis, Martine se laissa tomber sur un banc, les jambes tremblantes, la tension accumulée se libérant soudain. Louis s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. « Déjà était terrifiée. Mais tu n'as pas reculé, » intervint Don Raphaël, comme une vraie mère défendant son petit. Pierre, qui avait assisté à la scène de loin pour ne pas attirer l'attention sur Tonnerre, les rejoignit. « Nous devons rester vigilants. Levesque a des relations.
Il pourrait encore tenter quelque chose avant la course. « Je dormirai à l'écurie cette nuit », décida Martine. « Je ne laisserai personne approcher de Tonnerre. Je resterai avec toi, » dit Louis, sa main serrant doucement la sienne. Cette nuit-là, assis sur des bottes de foin dans l'écurie silencieuse, Martine et Louis veillèrent sur le sommeil paisible de Tonnerre. À l'extérieur, les gendarmes patrouillaient dans la propriété et Catherine leur apportait régulièrement du café chaud et des sandwichs. « Demain sera un grand jour », murmura Louis, regardant Tonnerre qui dormait debout comme le font les chevaux. « Quoi qu'il arrive, tu dois être fier de lui et de toi. » Martine appuya sa tête contre l'épaule de Louis, un sentiment de paix l'envahissant malgré les événements tumultueux de la journée. « Je le suis », répondit-elle simplement. L'hippodrome de Clairefontaine-Deauville est éveillé sous un ciel d'un bleu limpide. Des drapeaux multicolores claquaient dans la brise marine et l'odeur caractéristique de cuir, de foin et d'excitation flottait dans l'air. Dans les écuries temporaires, Tonnerre piaffait d'impatience, comme s'il sentait l'importance de cette journée. Martine ajustait nerveusement le tapis de selle, vérifiant pour la 3e fois que tout était parfait. Pierre observait ses gestes avec un sourire indulgent. « Il est prêt, Martine », dit-il doucement. « Et toi ?» Elle s'interrompit, les mains tremblantes. « Je ne sais pas, et si l'évêque avait raison, si personne ne voulait plus jamais de Tonnerre après aujourd'hui ? Alors ce seraient des idiots !» intervint Don Raphaël, qui venait d'arriver, élégamment vêtu d'un costume clair et d'un panama traditionnel. « Mais cela n'arrivera pas. » « Regarde !» Il désigna d'un geste l'allée principale où plusieurs personnes s'approchaient. Louis, bien sûr, mais aussi Catherine, Manuel Fernandez, et à la surprise de Martine, le commandant Bernard et 2 de ses hommes. Toute une escorte, plaisanta-t-elle, mais sa voix trahissait son émotion. « J'ai aussi invité quelques amis éleveurs, » ajouta Don Raphaël, « des gens dont l'opinion compte dans le milieu. Je veux qu'ils voient ce que peut faire un cheval élevé avec amour. » Louis s'approcha et l'embrassa tendrement. « Comment te sens-tu ? » ?»« Terrifiée, » admit-elle avec un petit rire nerveux. « Mais aussi excitée, je n'ai jamais rien vécu de tel. » À ce moment, Alexandre Beaumont, le jeune jockey qui montrait Tonnerre, se présenta. C était un homme mince, aux cheveux noirs, coupés courts et au visage concentré. « Madame Dubois, » salua-t-il respectueusement, « je voulais vous dire que c'est un honneur de monter votre cheval aujourd'hui. J'ai rarement senti une telle puissance lors des essais. »« Merci de prendre soin de lui, » répondit Martine. « C'est son premier public, sa première vraie course. Je le traiterai comme un prince, » promit Alexandre avec un sourire confiant. L'annonce des 20 minutes avant la course résonna dans les haut-parleurs. Pierre commença à préparer Tonnerre pour la parade préliminaire, tandis que les autres se dirigeaient vers les tribunes. Martine resta un instant en arrière, seule avec l'étalon. « Tu te souviens de la grange ?» murmura-t-elle, caressant son museau velouté, de la neige qui tombait à travers le toit troué. « Regarde où nous sommes maintenant. » Tonnerre poussa doucement sa tête contre sa main, comme s'il comprenait. « Cours comme le vent, mon beau !» chuchota-t-elle. « Montre-leur qui tu es vraiment. » Dans les tribunes, l'atmosphère était électrique. Martine, assise entre Louis et Don Raphaël, observait nerveusement les autres concurrents. Il y avait 12 chevaux inscrits pour cette course de 1600 mètres, dont 3 appartenant à de grandes écuries réputées. Le numéro 7, Diamant Noir, est le favori, expliqua Don Raphaël, un produit des écuries Valmont. Mais j'ai vu ces derniers essais, il manque d'endurance sur le dernier tiers. Et le numéro 3, Maestro, demanda Catherine, consultant son programme. Rapide au départ, mais nerveux, répondit Louis. Pierre pense qu'il pourrait s'épuiser trop vite. Martine écoutait à peine, ses yeux fixés sur Tonnerre qui paradait maintenant sur la piste, Alexandre fièrement assis sur son dos.
Sous les rayons du soleil, sa robe alezan brillait comme du cuivre poli, attirant les regards admiratifs de la foule. « Il est magnifique !» murmura une femme derrière eux. « Quel est ce cheval ?»« Rayo de Esperanza » répondit son compagnon, consultant le programme. Un nouveau venu, cote à 15 contre 1. Soudain, Martine se figea. À quelques mètres d'eux, dans une loge privée, se tenait Jean-Pierre Levesque, entouré de plusieurs hommes en costume. Leurs regards se croisèrent brièvement et le sourire narquois de Levesque lui glaça le sang. « Il est venu !» souffla-t-elle à Louis. « Bien sûr !» répondit-il en serrant sa main. « Il espère voir Tonnerre échouer. Ne lui donne pas cette satisfaction. » Les chevaux se dirigeaient maintenant vers les stalles de départ. Tonnerre, portant le numéro 10, entra docilement dans sa stalle sous la conduite experte d'Alexandre. Le cœur de Martine battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Un silence soudain tomba sur l'hippodrome. Puis, le signal retentit, les portes s'ouvrirent et les chevaux élancèrent dans un tonnerre de sabots. Dès le départ, Maestro prit la tête comme prévu, suivi de près par Diamant Noir. Tonnerre, parti en 6e position, semblait contenu par Alexandre qui le maintenait délibérément en retrait du peloton de tête. « Qu'est-ce qu'il fait ?» s'inquiéta Martine, se levant à moitié de son siège. « Il suit le plan », la rassura Pierre, qui les avait rejoints. Alexandre attend le dernier virage. La course se déroulait à une vitesse vertigineuse. À mi-parcours, Maestro menait toujours, mais Diamant Noir s'en rapprochait dangereusement. Tonnerre, lui, avait progressivement remonté jusqu'à la 4e place, toujours sous contrôle. Puis vint le dernier virage. Comme prévu, Maestro commença à montrer des signes de fatigue. Diamant Noir en profita pour prendre la tête, semblant s'envoler vers une victoire certaine. C'est alors qu'Alexandre fit son mouvement. Relâchant légèrement les rênes, il donna à Tonnerre le signal qu'il attendait. La réaction fut immédiate et spectaculaire. Comme libéré d'une contrainte invisible, Tonnerre bondit en avant avec une accélération fulgurante. En quelques foulées, il dépassa 2 concurrents, puis se retrouva au coude à coude avec Diamant Noir sur la ligne droite finale. La foule se leva comme un seul homme, électrisé par le duel qui se jouait sur la piste. Diamant Noir et Tonnerre galopaient côte à côte, leurs sabots martelant le sol dans un rythme parfaitement synchronisé. Martine ne respirait plus, ses ongles s'enfonçant dans la paume de Louis qui serrait sa main. À 100 mètres de l'arrivée, Diamant Noir tenait encore tête à Tonnerre. Le jockey de Diamant Noir, un vétéran expérimenté, USA de sa cravache pour tenter d'arracher un dernier effort à sa monture. Mais Alexandre, en parfaite communion avec Tonnerre, se contenta de se pencher en avant et de murmurer quelque chose à l'oreille de l'étalon. Ce qui se passa ensuite laissa les spectateurs incrédules. Comme s'il avait compris l'importance du moment, Tonnerre trouva en lui une ultime ressource. Avec une puissance phénoménale, il accéléra encore, distançant Diamant Noir dans les derniers mètres pour franchir la ligne d'arrivée avec une longueur d'avance. « Il a gagné !» hurla Martine, éclatant en sanglots de joie. « Tonnerre a gagné !» Autour d'elle, était l'euphorie. Louis la serra contre lui. Catherine sautait de joie. Don Raphaël applaudissait avec dignité, mais ses yeux brillaient de émotion. Même le commandant Bernard ne cachait pas son sourire. Seul dans sa loge, Jean-Pierre Levesque restait figé, le visage livide. Lorsque le nom de Rayo de Esperanza résonna dans les haut-parleurs, proclamant officiellement sa victoire, il quitta précipitamment les tribunes, bousculant au passage plusieurs spectateurs. Martine ne le remarqua pas. Elle se précipitait déjà vers la piste, impatiente de retrouver Tonnerre et Alexandre. Elle, étalon, malgré l'effort intense qu'il venait de fournir, piaffait encore d'excitation, comme s'il était prêt à courir une seconde course. C'est extraordinaire, s'extasiait Alexandre en descendant de selle. Je n'ai jamais monté un cheval avec une telle volonté de vaincre. Dans la dernière ligne droite, j'ai juste eu à lui dire « maintenant » et il a compris.
C était comme s'il volait. Pierre Clément, habituellement si réservé, ne cachait pas sa satisfaction. Avec un temps pareil pour une première course, et cette capacité d'accélération, les plus grandes courses pourraient s'ouvrir à lui. La cérémonie de remise des prix fut un moment de pure magie pour Martine. Debout sur le podium, tenant fièrement les rênes de Tonnerre qui recevait sa première couverture de vainqueur, elle sentit que la vie lui offrait une seconde chance. Don Raphaël, à ses côtés, salua respectueusement le public, puis se tourna vers elle. « Votre fils a du talent, Madame Dubois », dit-il avec un clin d'œil complice, suffisamment fort pour que les journalistes présents l'entendent. Le message était clair. Aux yeux du monde, Tonnerre était désormais officiellement le fils de Martine, celle qui l'avait élevé et aimé depuis sa naissance. Le retour au Saule fut triomphal. Catherine avait organisé une petite fête pour célébrer la victoire, et toute la petite équipe se retrouva autour d'un verre de champagne offert par Don Raphaël. « À Tonnerre !» lança Louis, levant son verre. « Mais et à Martine, qui a toujours cru en lui. »« À nous tous !» corrigea Martine émue. « Cette victoire nous appartient à tous. » Tard dans la soirée, alors que les invités étaient répartis et que Tonnerre se reposait paisiblement dans son box, Louis et Martine s'attardèrent sur la terrasse de la petite maison. Les étoiles brillaient dans le ciel clair et une douceur printanière enveloppait la campagne normande. « Don Raphaël m'a parlé avant de partir, » dit Louis, prenant la main de Martine dans la sienne. « Il a reçu plusieurs offres d'achat pour Tonnerre suite à sa victoire, des sommes considérables. » Martine sentit son cœur se serrer. « Il va le vendre ?» Louis secoua la tête en souriant. « Au contraire, il a refusé toutes les offres et m'a chargé de te remettre ceci. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Martine découvrit un contrat officiel établissant qu'elle devenait propriétaire à part entière d'Estrella del Viento et copropriétaire à 50% de Rayo de Esperanza avec Don Raphaël. Il dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour la femme qui a sauvé sa jument préférée et élevé un champion, expliqua Louis. Et il ajoute que la moitié des gains futurs de Tonnerre te reviendront. Martine resta sans voix, les larmes aux yeux. Mais... Pourquoi ? Parce que tu le mérites, répondit simplement Louis. Et parce que certaines personnes, comme Don Raphaël, savent reconnaître la valeur de l'amour et du dévouement. Il sortit alors une petite boîte de sa poche. En parlant d'amour et de dévouement, le cœur de Martine s'arrêta un instant lorsqu'elle vit l'anneau simple mais élégant niché dans son écrin de velours. « Je sais que c'est peut-être trop tôt, » dit Louis, soudain nerveux. « Eh bien, et je comprendrais si tu avais besoin de temps, mais ces derniers mois à tes côtés m'ont fait comprendre que je ne veux plus jamais être séparé de toi. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Martine maintenant. « Ce n'est pas trop tôt, » murmura-t-elle. « C'est parfait. » Sous le regard bienveillant des étoiles, ils scellèrent leur promesse d'un baiser, tandis que dans son box, Tonnerre hennissait doucement, comme pour approuver cette nouvelle page de leur histoire commune. Épilogue, 5 ans plus tard. Le petit garçon aux boucles brunes courait joyeusement dans l'herbe haute, poursuivi par un Louis aux tempes grisonnantes, mais au sourire éclatant. À quelques mètres de là, Martine, assise sur un banc devant la maison désormais agrandie, observait la scène avec tendresse, sa main caressant distraitement son ventre arrondi où grandissait leur deuxième enfant. Sur la colline voisine, 2 silhouettes équines se détachaient contre le ciel, Étoile, vieillissante mais toujours digne, et Tonnerre, devenu un champion international avec 15 victoires majeures à son palmarès. Bientôt, il prendrait une semi-retraite pour devenir étalon reproducteur, perpétuant ainsi la lignée exceptionnelle qui avait failli s'éteindre dans une grange abandonnée, un soir d'hiver où 2 âmes perdues étaient trouvées. La vie n'avait pas été simple. Il y avait eu des procès, des défis, des moments difficiles.
Jean-Pierre Levesque avait finalement été condamné pour trafic de chevaux et recel, ses écuries vendues pour rembourser ses dettes. Mais à travers ces épreuves, Martine avait découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas et une famille qu'elle n'aurait jamais osé espérer. « Maman !» appela le petit Pascal, nommé en l'honneur du premier mari de Martine. « Regarde comme je cours vite, aussi vite que tonnerre !» Martine sourit, son cœur débordant de gratitude. « Presque aussi vite, mon chéri, presque aussi vite. »